Was ist mit dem Fürchten? Une vie, une œuvre, Michael Bakounine ou l'ouragan révolutionnaire par Marie-Christine Navarro. Daisy de Vreese, chercheur à l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam. Essayez de vous rapporter 100 ans, davantage 120, 130 ans en arrière. Essayez de vous imaginer un monde ou une Europe qui est en train de s'ouvrir. On voyageait, il y avait le télégraphe, il y avait les journaux, il y avait les chemins de fer et ainsi de suite, mais tout cela restait quand même très attaché à son propre environnement. Alors imaginez-vous un géant qui tombe du ciel, pour ainsi dire, quelqu'un qui mesure près de 2 mètres, fortement charpenté, une voix de stentor, une aisance extraordinaire à se mouvoir, à bouger dans n'importe quel milieu, sous n'importe quelle circonstance, et un talent que je qualifie quand même d'extraordinaire, de s'adapter au milieu, non pas physiquement, ce n'était pas possible, mais par la façon dont il traitait les gens, dont il parlait avec eux. Alors imaginez cela dans le Jura suisse. Rendez-vous compte qu'il s'agit de quelqu'un de famille noble, qui a donc eu une éducation en relation ou convenante à sa position sociale en Russie. Imaginez quelqu'un qui, à tort et à travers, se met en tête d'aller étudier la philosophie d'abord à Moscou et puis, finalement, comme tout le monde qui voulait étudier la philosophie, à Berlin. Quelqu'un qui participe réellement, qui est sur les barricades pendant la période révolutionnaire de 48-49 à Dresde, à côté de Richard Wagner. Peut-être bien étonné de se retrouver ensemble, peut-être pas. Quelqu'un qui est exilé, est chassé, privé de ses droits politiques, quelqu'un qui, après l'épisode de Dresde, est arrêté, extradé au gouvernement impérial russe, déchu de ses droits politiques et de citoyen noble, mis à la forteresse Pierre et Paul, de bonne mémoire. Il n'était pas le premier, il ne sera pas le dernier à y passer. Exilé en Sibérie, qui était pour une bonne partie encore terra incognita, littéralement, et qui prend la fantaisie, si l'on veut, on dirait, de s'évader, de ne pas se soumettre cette fois-ci non plus aux règles, au mode de vie qu'on lui impose, qui ne prend pas le chemin facile vers l'Europe de l'Ouest, mais qui choisit pour l'aventure à travers la Sibérie, fait étape au Japon, traverse l'océan Pacifique, arrive à San Francisco, traverse le continent américain pour aboutir à Londres. Alors imaginez-vous quelqu'un comme cela dans le Jura suisse. Malheureusement, en France, quand on parle d'anarchisme, on pense à Ravachol, on pense à tous les assassinats individuels, ce qui n'est pas du tout le cas de Bakounine qui a toujours dit « Je veux bien vider les poches, mais je ne veux pas verser le sang ». Madeleine Gravitz, philosophe, auteure d'une biographie de Bakounine. Bakounine était contre les assassinats et contre tout ce qui touchait aux personnes. Pour lui, c'était sacré. Et autant
En Suisse, il y a pas mal de choses sur la Première Internationale, puisqu'en fait, elle s'est beaucoup développée en Suisse. Et en France, il y a peu de travaux. Et cette Première Internationale, pour moi, est passionnante parce qu'elle contient en germe toute la suite. L'autoritarisme de Marx, c'est la Première Internationale. Et tout ce qui a suivi Marx, c'est-à-dire Lénine et même Staline et ses déviations, ça vient de la Première Internationale. Je peux dire même que c'est étonnant qu'on ne s'intéresse pas à Bakounine actuellement, parce que tout ce qui se passe en Europe centrale, maintenant, c'est déjà à l'époque de Bakounine, et il l'a extrêmement bien vu. Enfin, il était très, très prophète, pas du tout systématique, pas du tout comme Marx, avec une théorie organisée. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Marx a survécu un certain temps, mais c'est aussi ce qui fera que Marx sera démodé et commence déjà à l'être, malgré ses vues géniales, tandis que Bakounine, ce qui a compté, c'est sa personnalité. À l'époque où ils vivaient tous les deux, je veux dire, mettons en 1850, eh bien, Marx était très peu connu. En France, on ne connaissait pas Marx. Et Bakounine était connu presque dans le monde entier, jusqu'au Japon en tout cas, et très connu en Italie, en Espagne. La personnalité de Bakounine était beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus généreuse. Marx était un petit bourgeois, génial bien sûr, mais qui n'avait pas du tout le rayonnement de Bakounine. À Amsterdam, dans la salle d'études de l'Institut international d'histoire sociale, en compagnie de Daisy de Vreese, qui travaille en tant que chercheur depuis longtemps, qui est spécialiste du mouvement ouvrier, en particulier de l'international. Je signale qu'ici, il y a des archives concernant le mouvement ouvrier international, mais aussi, bien sûr, 3 mètres d'archives, je crois, concernant Bakounine, Daisy. Ce sont les archives qu'on a retrouvées, où on savait qu'elles se trouvaient dans les collections rassemblées par Max Nettlau, le chroniqueur, dans le sens médiéval du mot, du mouvement anarchiste libertaire au XIXe et au XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que le rôle d'Arthur Lenning a été également important, plus près de nous, puisqu'il a permis, en France en tout cas, la publication à champ libre dans les années 70 de l'œuvre de Bakounine, traduite cette fois-ci? Arthur Lenning était également attaché à l'Institut dès sa fondation. Arthur Lenning, qui, né en Hollande, d'origine allemande, a passé sa jeunesse ou ses jeunes années à Berlin. Il était aussi intéressé, avait pris la position pour le mouvement libertaire. Daisy de Vreese, on est devant justement des lettres manuscrites. Il y en a une qui s'appelle Contre-projet de Bakounine. On est devant une écriture nerveuse, raturée, annotée, et puis une impression effectivement que Bakounine écrit dans l'urgence. Il écrit dans l'urgence, et je crois aussi qu'il formule ses idées en écrivant. Qu'il a une certaine idée en tête, mais qu'il la formule pour ses lecteurs, mais aussi pour lui-même en l'écrivant. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir des concepts de lettres qui sont pratiquement illisibles. Mais en effet, une écriture nerveuse, une écriture de quelqu'un, pour employer le cliché, qui est de nouveau prêt à grimper sur les barricades. La barricade, cette fois-ci, c'était le congrès général de l'Association internationale des travailleurs à Bâle en septembre 69, où l'on discuterait du mode d'organisation des syndicats. Dans l'œuvre que vous avez consultée, les archives Nettlau de Bakounine, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant aujourd'hui? C'est la correspondance qui est la plus riche, c'est l'ouvrage concernant la réflexion sur Dieu et l'État, c'est les écrits contre Marx. Qu'est-ce qui vous semble être le plus fructueux? Parce que la correspondance, effectivement, est très abondante. Il y a beaucoup de correspondants à la fin de sa vie auxquels il écrit tous les jours. La correspondance est extrêmement riche. Elle est bien sûr la toute première approche pour le personnage Bakounine.
Il ne faut pas d'ailleurs oublier dans cette question d'archives qu'en ex-URSS, il peut y encore avoir des trésors inconnus. C'est plus que probable. Alors nous trouvons un numéro manuscrit Bakounine, Histoire de ma vie, 6 pages. L'impression qu'il en valait davantage. Il avait d'ailleurs l'intention d'écrire ses mémoires vers la fin de sa vie. Un manuscrit de Bakounine au sujet du Jura, avec 2 points d'interrogation dont il manque la première page, dont la deuxième page s'y trouve 2 fois et qui s'arrête à la 3e page. Une lettre qui n'est pas de Bakounine, mais qui est adressée à Bakounine, un original, daté de Bruxelles le 16 janvier 1869, aux membres du groupe initiateur de l'Alliance internationale de la démocratie socialiste à Genève, signé par le Conseil belge, la section belge de l'AIT. Et puis des lettres, des brochures, des pièces imprimées, déclaration de Bakounine, 2 lettres de Bakounine à Élisée Reclus, 74-75, encore une fois un manuscrit sur le Jura, 61 plus variantes. Quelles sont les époques qui vous semblent fondamentales pour comprendre le cheminement de cet homme si particulier, de cet individu qui est si marqué dans sa personnalité? Je me suis demandé d'où venait son sentiment de révolte, cette révolte perpétuelle contre l'État, d'abord contre la société, ensuite contre l'État. Le premier sentiment de révolte, il le doit à sa mère, parce qu'il avait une grande admiration pour son père, qui était un homme beaucoup plus âgé que sa femme, et qui a abandonné toutes ses idées libérales, sinon révolutionnaires, un peu à cause de sa femme. Bakounine dit, au lieu de l'élever à son niveau, il s'est abaissé au sien. Et pour Bakounine, sa mère, donc, était coquette, était très autoritaire, et lui ne le supportait pas. Alors, il cite plusieurs cas dans lesquels il s'est opposé à sa mère. Cependant, une fois qu'il a été en prison et que son père est mort, sa mère s'est montrée extrêmement efficace pour le faire sortir de prison. Et ça, il n'a pas oublié non plus. Alors c'est un milieu aristocratique, vous le précisez. Oui. Hein, c'est un aristocrate qui va devenir par la suite officier. Donc au départ, une ligne de vie relativement tracée. Oui. Mais une aristocratie un peu spéciale. Ce n'était pas la grande aristocratie, c'est une aristocratie de campagne. Et il a été élevé, les enfants de la noblesse n'allaient pas en classe. Donc il a été élevé à la maison avec son père qui était un homme très, très instruit et surtout naturaliste. Et Bakounine raconte toutes les promenades qu'il faisait. Un côté extrêmement poétique. Toute l'enfance de Bakounine, c'est vraiment plein de charme. Ses sœurs, ses 4 sœurs, ses frères, ils étaient 9 enfants. Et ils vivaient dans tous les amis de l'époque disent que la famille Bakounine, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était le paradis. Et pour lui, Prémoukino, la maison où il a vécu, avec le jardin, c'était vraiment, ça a été le paradis, ça a été l'amour de sa vie. Et pour moi, une des raisons de ce sentiment de révolte, ce qu'il a créé, c'est le départ pour l'armée. Car comme fils aîné de la noblesse, il était envoyé au service du tsar. Donc à 14 ans, il quitte ce cocon familial, ce jardin ravissant, ses sœurs adorables qu'il admirait tellement, pour arriver dans un milieu de jeunes nobles, peut-être pas très raffinés, et qu'il trouvait tout à fait étranger à ses sentiments, à sa sensibilité. Et il a donc plaqué l'armée, et son père, qui heureusement était bien introduit, grâce à ses relations, a pu éviter qu'il ne soit déserteur.
Et il est parti pour Moscou en plaquant sa famille et tout. Est-ce que déjà il y avait une fermentation d'idées ou est-ce que ce sera l'Allemagne qui va lui apporter les premières bases philosophiques ? C'est l'Allemagne qui lui apportera. À ce moment-là, la fermentation d'idées, c'était la philosophie. La philosophie, c'était Hegel, bien sûr, et bien d'autres encore. Mais Bakounine était totalement apolitique à ce moment-là. Ce qui l'intéressait, c'était la métaphysique. Comment est-ce qu'il a l'idée de partir en Allemagne ? Parce que ça va être très important pour lui. Il se rend compte qu'en Russie, il n'y a pas de liberté. Lui, ce qu'il aime déjà, c'est la liberté. Et il dit à son père que pour être professeur de philosophie à Moscou, il faut qu'il ait une formation plus complète. Et que la formation la plus complète en philosophie, c'est Berlin. Alors Bakounine, à ce moment-là, écrit des lettres à sa famille. Il y a beaucoup de lettres à ses sœurs. Et il y a en particulier la fameuse lettre à sa sœur, la fameuse lettre à Tatiana, qui fait penser qu'il était amoureux d'elle. C'est probable, mais... Alors là, il y a le gros problème de l'impuissance de Bakounine, qui est très controversé. Il est probable que, sorti de ces 8 années de prison, devenu un vieillard atteint du scorbut, sans dents, flasque, et il ait été impuissant à ce moment-là, c'est à peu près certain. Ce qu'on peut dire, et ce qui nous intéresse, c'est pour la suite, que les enfants n'étaient pas de lui, et que vraisemblablement, si sa femme a pris un amant, c'est parce que son mari ne la satisfaisait point. Mais quand vous parlez de sa femme, vous parlez de la jeune Polonaise qu'il a épousée à la sortie après la Sibérie. Nous parlerons tout à l'heure. Voilà. Bon, il part donc pour Berlin. Et Berlin, c'est la liberté. Parce qu'à Berlin, c'était la période d'agitation. Les Allemands étaient très intéressés par tout ce qui se passait en France, en Angleterre, etc. Et Bakounine commence à lire les journaux, ce qui ne se fait pas jusque-là. Il se rend compte que la philosophie n'amène à rien, parce que ce qu'il veut, c'est l'action. C'est l'Allemagne qui marque le tournant vers la politique. Et c'est là qu'il écrit ce premier grand article, qu'il signe un pseudonyme, parce qu'il ne voulait pas attirer les foudres de la police du tsar, qu'il signe Jules Élisard, et qu'il signe comme les réflexions d'un Français. Et c'est là que la fameuse phrase sur l'instinct de la destruction. L'article se termine ainsi: « Confions-nous à l'Esprit éternel qui ne détruit et ne supprime que parce qu'il est la source créatrice de toute vie. La passion de la destruction est aussi une passion créatrice. » Je crois qu'on peut dire qu'il est un volontariste. Il se dit matérialiste, il l'est aussi d'une certaine façon, mais c'est un homme qui croit surtout à la possibilité de ce que peut créer la volonté humaine. Il faut bien dire que par ce qu'il a fait, il en est un exemple. Toute sa conception de la révolution et de la liberté se tiennent, je crois, en ce sens que pour lui, liberté et révolution, c'est la même chose. La révolution par la liberté par la révolution. Et c'est ce qui, je crois, inspire ses actes et sa façon d'agir. Quand on prend par exemple l'exemple classique, celui de Lyon, en septembre-octobre 1870, pour lui, il suffit d'être sur place, en compagnie d'un nombre de gens qu'on connaît bien, qu'il appelait donc ses intimes. C'était le seul niveau d'organisation qu'il conceva et qu'il accepta dans le mouvement révolutionnaire. Donc il suffisait d'être sur place en compagnie de gens qu'on connaissait bien, qui s'entendaient entre eux, qui n'avaient aucune méfiance l'un envers l'autre. Il s'agissait de mener une agitation pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et comme ça, tout d'un coup, out of the blue, la révolution se ferait. Mais l'État, sous la forme de 2 compagnies de gendarmes, entrait par une porte arrière qu'on avait oublié de fermer,
Et ce fut la fin de l'insurrection de Lyon. Comment est-ce que vous expliquez qu'il étant plus aux Suisses, vous parlez de fédération jurassienne, bon, ils sont de tempéraments tout à fait différents, vous l'avez bien noté. Est-ce que ce n'est pas tout de même parce qu'il y avait en Suisse une tradition plus fédérale, entre guillemets, il y a tout de même chez Bakounine quelque chose qui sera, est-ce que vous seriez d'accord avec cette formulation, quelque chose qui sera de l'ordre d'un socialisme fédérateur? Est-ce qu'on pourrait dire les choses comme ça? Vous dites qu'il ne le concevait même pas. Non, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on pourrait dire que Bakounine fut socialiste dans le sens classique du terme. La fédération des libres communes de producteurs à travers le monde. Je crois que c'est là un concept qui se griffe directement sur Proudhon. Le père de famille a droit à une existence indépendante en tant qu'artisan, en tant que petit entrepreneur, s'il n'est pas possible qu'il obtienne cela de ses propres moyens, qu'on se mette ensemble. C'est le mutualisme. Alors d'une certaine façon, à la Bakounine, cela est comparable avec cette idée mise en avant et qui a connu un succès très très grand en France sous le Second Empire, mais qu'il est redevable à Proudhon, qu'il connaissait bien d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que cette voie, finalement, repose sur l'antagonisme fondamental qu'il y a eu entre la liberté d'une part et l'égalité d'autre part, qui a été un des grands clivages de la fin du 19e siècle, finalement? Oui, qui repose aussi tout entière dans les contradictions de la première Révolution française de 89. Michel Ragon, écrivain. 89, qui est fondé sur une idée de liberté et où peu à peu la liberté est oubliée au profit, si on peut dire, de l'égalité. D'une égalité d'ailleurs relative, mais enfin quand même, je dois dire que c'est quand même l'idée d'égalité qui prédomine. Et au nom de l'égalité, on aboutit à 93, à l'ère de la guillotine, pour tous ceux qui sont adversaires de l'égalité. Et il y a cette phrase fameuse de Saint-Just, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, c'est une phrase qui pour moi est abominable et qui est tout à fait contraire justement à cette phrase fondamentale de Bakounine qui dit « Je ne deviens vraiment libre que par la liberté des autres ». Oui, tout à l'heure, vous avez fait référence à la Révolution française. C'est très important parce que Bakounine a pris position en particulier contre Jean-Jacques Rousseau, qui a beaucoup influencé la Révolution française, les idées de Robespierre en particulier. Et il prend position contre ce qu'il appelle, ce qu'il devine être le despotisme impitoyable de l'homme d'État, l'État doctrinaire. Oui, il est certain que dans le contrat social de Rousseau, il y a un peu cette dictature de l'égalité, d'ailleurs, que l'on trouve déjà dans Rousseau. Et chez Bakounine, il y a effectivement cette notion fondamentale qui sera, disons, la deuxième donnée essentielle de la théorie anarchiste, c'est que le pouvoir ne doit pas être conquis, mais il doit être détruit. C'est une phrase de Bakounine. Les marxistes vont toujours préconiser la conquête de l'État. La conquête de l'État, au profit d'ailleurs, disait Lénine, de la destruction de l'État, mais la destruction plus tard, lorsque le prolétariat aurait fait sa révolution sociale. Or, comme on le sait, ce plus tard a été repoussé aux calendes grecques et ne s'est jamais fait. C'est-à-dire celui qui conquit l'État ne le cède jamais. Il l'accapare, il le garde pour lui et il devient peu en peu oppresseur. Et ça, c'est une notion fondamentale qui a été définie tout de suite par Bakounine à la fin du siècle dernier et qui a été oubliée la plupart du temps par tous les théoriciens politiques modernes.
Il y a aussi quelque chose qui est très important d'ailleurs de Bakounine, dont il parle dans son livre qui est intitulé « Dieu et l'État ». Il dit qu'il est plus difficile de se libérer contre la société, ses coutumes, ses préjugés, que contre l'État. Et ça, c'est une seconde étape. Finalement, se libérer contre l'État, on peut faire une révolution violente. L'État s'effondre, mais ensuite restent des gens d'une société qui, eux, ne sont pas libérés de leurs coutumes, de leurs préjugés, etc. Et donc, Bakounine dit qu'à la lutte contre l'État doit s'ajouter la libération des contraintes sociales, ce qui est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et ce n'est qu'à partir de l'individu libéré que peut s'édifier une société libre. Et il rejoint là, d'ailleurs, l'idée de ce que Proudhon, qui anticipe sur Bakounine, puisque Proudhon est le premier théoricien de l'anarchisme, ce que Proudhon appelait la révolution capacité. Proudhon disait, avant de faire une révolution violente, il faut que les hommes accomplissent en eux-mêmes une révolution capacité, qu'ils soient capables de faire basculer la société. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la société basculera elle-même et il n'y aura même plus besoin de violence. Là, voilà encore quelque chose qui est fondamentalement différent des théories marxistes. Oui, d'ailleurs, à ce propos, Bakounine ne mythifie pas la classe ouvrière ou le prolétariat. Il est contre ce que Marx va appeler la dictature du prolétariat parce que, dit-il, toute classe qui a le pouvoir veut maintenir ce pouvoir. C'est une tendance naturelle du pouvoir lui-même. Alors voilà encore une troisième notion importante, on pourrait dire la troisième, c'est le refus de mythifier le prolétariat, d'en faire la classe salvatrice. En réalité, pour les anarchistes, les gens de toute classe sociale, de toute race, de tout milieu, sont des frères. Ils sont tous aptes à faire la révolution. La révolution n'est pas donnée à une classe sociale. C'est une chose aussi importante peut-être de préciser, c'est que les deux grands théoriciens russes de l'anarchie sont tous les deux des aristocrates et des officiers. L'un est un prince même, c'est Kropotkin, Bakounine est un aristocrate mais de plus petit niveau, et tous les deux sont d'anciens officiers. Comment est-ce que vous les situez les uns par rapport aux autres dans leur spécificité? Vous rappelez d'ailleurs que Proudhon est un plébéien. Oui, Proudhon est un des rares théoriciens politiques qui soit un plébéien, puisque Marx est également un grand bourgeois. Mais disons que par l'âge, Bakounine se situe entre Proudhon et Kropotkin. Il est né en 1814, il meurt en 1876, donc il se situe au milieu du XIXe siècle, alors que Proudhon et Pierre Leroux sont déjà au milieu du siècle, sont déjà des gens d'un certain âge, et leur œuvre est déjà faite. Bakounine, vis-à-vis de Proudhon, se situe d'une manière beaucoup plus radicale, pourrait-on dire. C'est-à-dire que Proudhon n'a jamais participé à aucune révolution autrement que par le livre et par l'écrit, alors que Bakounine va participer pratiquement à toutes les révolutions qui auront lieu à son époque. Il va participer à une révolution à Paris, à Prague, en Pologne, aux deux communes qui auront lieu à Lyon et à Marseille, alors qu'il n'a pas participé à celle de Paris, mais il a participé à celle de Lyon et de Marseille, et aussi à l'insurrection de Dresde. À l'insurrection de Dresde, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a un jeune disciple qui s'appelle Richard Wagner, qui deviendra le musicien que l'on sait. Et certains historiens modernes considèrent d'ailleurs que Bakounine aurait servi de modèle aux héros wagnériens, que Siegfried aurait été le révolutionnaire type, dont parlait Nietzsche d'ailleurs, mais qui aurait été inspiré par Bakounine. Disons en tout cas que les anarchistes de la fin du XIXe siècle ont toujours soutenu Wagner. Wagner qui était très attaqué en France, parce qu'allemand, parce que venant rompre la douce mélodie française. Et les milieux anarchistes, qui étaient puissants à l'époque, qui avaient beaucoup de presse, à la fin du siècle, ont toujours soutenu Wagner. Mein Vater bist du nicht, in der Ferne bin ich heim. Dein Herd ist nicht mein Haus, meine Decke nicht dein Dach. Wie der Fischstroh in der Flut schwimmt, wie der Fink fleißig davon schwimmt. Fliegt von dir flutet davon, wie der Wind überm Wald weht dahin.
Alors, pourquoi a-t-il quitté l'Allemagne? Eh bien, il s'y trouve très seul. Heureusement, il va rencontrer un poète allemand qui s'appelle Herwegh. Et Herwegh est très beau. Et Bakounine a toujours été sensible, parce qu'évidemment, on peut faire penser que sur le plan sexuel, il était homosexuel, mais il ne semble pas. C'était toujours Sublimé. Sublimé. Il s'emballe pour Herwegh, le suit, et Herwegh a écrit une poésie qui a déplu en Allemagne, qui a déplu à l'empereur, et il est chassé d'Allemagne. Et Bakounine, qui a beaucoup de dettes, en profite pour le suivre, et il part pour Zurich. Alors, la rencontre importante en Suisse, c'est d'une part des frères Vogt, qui sont des familles très connues en Suisse, et qui sont des amis jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est très sympathique chez Bakounine, c'est qu'il n'est pas sectaire. Il est capable d'avoir des amis qui ne partagent pas ses idées. Et puis surtout, il va rencontrer le travailleur, l'artisan communiste Weitling. Et c'est la première fois qu'il va enfin rencontrer quelqu'un qui est quelqu'un qui vit la réalité ouvrière, enfin si on peut dire, parce que c'est un artisan plus qu'un ouvrier. Il y rencontre aussi l'amour de sa vie après sa sœur, qui est Madame Pescantini, qui est une Russe du Nord, qui a épousé un Italien. Alors, quand Bakounine les rencontre, l'Italien est un homme merveilleux, c'est un républicain exilé, etc. Mais au moment où Bakounine commence à s'intéresser à la femme, il trouve le mari épouvantable, un tyran, etc. Et c'est un amour qui n'aboutira pas. La femme est catholique et elle ne va pas accepter, mais enfin, elle sera toujours très attachée à Bakounine. Alors, quand Herwegh quitte la Suisse, Bakounine va aussi quitter la Suisse, et là, il est saisi par la police du tsar qui lui enjoint de rentrer. Sinon, il perd tous ses droits à la noblesse et tous ses biens sont confisqués. Et puis, naturellement, il n'entre pas en Russie et il décide... il part pour la Belgique, qui est le lieu d'asile à ce moment-là de tous les exilés. De la Belgique, c'est là qu'on voit la gradation. De la Belgique, il sera invité par un ancien amoureux de sa sœur à venir à Paris passer quelques jours. Et à Paris, il rencontre toute la gauche, en particulier George Sand, pour lequel il a une admiration sans borne, au point qu'on a cru qu'il était amoureux d'elle quand il parlait de « je suis amoureux », mais amoureux, c'était de la Révolution, parce qu'il emploie toujours des codes, toujours des métaphores. Alors, il fait là la connaissance de la gauche parisienne, qu'il trouve beaucoup plus distrayante et beaucoup plus proche de lui, évidemment, que les Belges. Mais en Belgique, il y a tout de même une chose intéressante, c'est qu'il rencontre les Polonais en exil, et c'est là que se précise sa vocation, parce que jusqu'à présent, il cherchait une grande mission sur la terre, mais il ne trouvait pas laquelle. Et là, il trouve sa mission, c'est libérer le peuple slave. Nous sommes en 1848. Il a fait la connaissance de Proudhon en même temps que celle de Marx. Naturellement, il s'entend beaucoup mieux avec Proudhon qu'avec Marx. Il dit que Marx est un autoritaire de la tête aux pieds, tandis que Proudhon a le sens, et puis Proudhon est un homme du peuple. Un peu comme Weitling, c'est pas un ouvrier, c'est un artisan, mais il a quand même le sens du peuple. Et seulement, il ne parle pas allemand, alors il n'a pas pu lire Hegel. Alors Bakounine lui explique un soir, ils sont là avec Vogt, qui est venu à Paris, au coin du feu. Puis Vogt en a marre d'entendre parler de Hegel, il s'en va. Et il revient à 6h du matin pour les rejoindre. Et ils sont toujours devant le feu, c'est toujours Bakounine qui parle, toujours il parle de... Le feu est éteint, bien entendu, et Bakounine explique toujours Hegel à Proudhon. Là, si je ne me trompe, que se place l'épisode des Polonais. Un jour, les jeunes Polonais avaient entendu Bakounine prendre la défense de la Pologne. Ils sont venus lui demander de venir faire le discours pour l'anniversaire de la révolte polonaise. Et Bakounine, il dit, je viens non pas en tant que russe, mais parce que russe, car nous avons les mêmes malheurs que la Pologne, moins l'honneur. Et il fait une belle envolée lyrique sur le fait que si la Pologne pouvait s'unir à la Russie, il renverserait le tsar et il gagnerait la liberté. Alors évidemment, ceci ne plaît pas beaucoup à l'ambassadeur de Russie, qui en veut au ministre de l'Intérieur d'avoir laissé dire du mal, accuser ainsi le tsarisme.
et demande que soient exilés Bakounine et les autres. Il va donc retourner en Belgique. Et là, il écrit une très belle lettre au ministre de l'Intérieur, lui disant « J'ai eu l'assentiment de tout ce qui est noble et beau, et on verra de vous et de moi qui l'emportera dans l'avenir. » 8 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur est renversé par la Révolution de 48. À laquelle il participe. Enfin, il est en Belgique, il vient d'être exilé en Belgique. Et il revient en hâte, il n'y a pas de train, il vient à moitié à pied, à moitié en train, etc., pour arriver. Et alors là, il y a des pages magnifiques qui se trouvent dans la confession qu'il écrira au tsar plus tard sur la Révolution de 48. Et il dit qu'il n'y a pas plus sympathique et plus obéissant, plus désireux de bien faire et plus discipliné que les ouvriers français. Enfin, il y a une page magnifique. Il couchait rue de Tournon, sur de la paille, avec les ouvriers, avec son fusil à côté de lui, et il allait haranguer toute la journée, jour et nuit, à droite, à gauche, et haranguer surtout sur la liberté, pas forcément sur la situation présente de la France. Vous diriez que c'est un homme d'action, justement? Non, c'est un idéaliste et un tribun. Il n'est pas assez organisé pour être un homme d'action. C'est un homme de passion, plus qu'un homme d'action. Et alors, il termine par ceci que je trouve merveilleux aussi. En un mot, l'état des esprits était tel que si quelqu'un était venu dire « Le bon Dieu vient d'être chassé du ciel, la République y est proclamée », tout le monde l'aurait cru et personne n'en aurait été surpris. Pour comprendre Bakounine, pour comprendre aussi, après coup, l'histoire de l'Association internationale des travailleurs, ce sont les milieux où il a obtenu du succès. J'en connais 3. Il y a donc le Jura, en Suisse, il y a Lyon et il y a Verviers, en Belgique. Je crois que ces 3 régions ont une chose en commun, c'est que c'était des régions de produits extrêmement spécialisés, l'horlogerie, la soie, la laine. Ce sont 3 secteurs économiques qui sont en train de changer de mode de production, du mode classique, dirait-on, connu depuis toujours, du travail à domicile, hautement spécialisé, grande division du travail, hautement spécialisé, pratiquement pas de mécanisation, vers un système de fabrication en usine. Donc de production en usine. Cela signifie que l'ouvrier, l'artisan spécialisé ne trouve plus moyen de vendre sa spécialisation. Il n'y a plus preneur. Il s'agit de voir, ou plutôt de rechercher s'il y a une relation entre ce processus social extrêmement brutal et irréversible qui est en train de se faire, où l'on perd justement sa liberté d'organiser son travail. C'était bien payé dans ces cas-là, sauf peut-être à Lyon. Et l'on se sent un être humain et pas un prolongement d'une machine. Mais il s'appuie aussi, il fait beaucoup confiance aux paysans. Ça, c'est aussi ses origines russes. Ça, c'est de toute façon, le côté paysan, c'est de toute façon son origine et ses expériences russes d'avant l'abolition du servage, où donc des petites communautés de paysans, spécialisés probablement eux aussi. Le pays est très vaste, très peu de contrôle des autorités, mais ces gens parvenaient de leur façon à organiser leur vie comme ils le voulaient. Est-ce que ça veut dire que pour vous, quand on vous entend, vous mettriez le Bakounine et finalement un certain courant libertaire, non pas du côté des progressistes, mais du côté d'une certaine nostalgie, qui est de toute manière condamnée par un certain progrès, une industrialisation excessive, une mécanisation. Nous sommes à cette fin du XXe siècle, on a l'impression que les problèmes se reposent.
Si vous voulez, la nostalgie, c'est ce que je qualifierais de saut en arrière. Il ne s'agit pas de nostalgie, il s'agit d'une réalité sociale, que je ne qualifierais même pas de réactionnaire, ou alors de tellement réactionnaire qu'elle en devient révolutionnaire. Ce n'est pas à exclure. Kant, à Benevento, par exemple, en 77, c'est-à-dire après la mort de Bakounine, mais on se réclamait de Bakounine, les gens vont en cortège au centre administratif de la région et ils brûlent les actes de propriété. Il ne s'agit pas uniquement de dire ou d'exprimer la propriété, c'est le vol. Il s'agit aussi de se tourner contre tout ce qu'il y a d'excessif de leur point de vue, de non compris dans leur mode de vie de la part des autorités qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils n'ont pas de rapport, si ce n'est des rapports de taxes et d'impositions et d'obligations de tout genre. Oui, vous diriez avec cette notion d'État qu'on est là au centre de la controverse, justement, et on va y venir maintenant, c'est-à-dire on ne peut pas passer sous silence le face-à-face Marx-Bakounine, ce qui s'est passé à la Première Internationale, et vous diriez que cette controverse au sujet de l'État est pour vous fondamentale. Il s'agit somme toute de la notion de patrie marâtre. Nous travaillons, nous les travailleurs, quel genre de travailleurs que ce soit, qu'ils soient agriculteurs, houilleurs, métallurgistes, tisserands, je ne sais pas quoi, nous produisons, nous sommes les producteurs de la richesse nationale et nous n'y avons aucune part, ni du point de vue économique, du point de vue social, ni du point de vue politique. Alors, qu'avons-nous à faire avec une soi-disant patrie qui nous traite comme des gens qui n'existent pas? Vous diriez qu'une des controverses, enfin un des axes de la controverse entre Marx et Bakounine, ça a été d'un côté un pan-germanisme très fort du côté de Marx, et d'autre côté cette nécessité de se pencher sur le sort de ce qu'il appelait justement les peuples slaves. Sûrement. Marx était vraiment germaniste, et il voulait, d'ailleurs au moment de la guerre de 70, on le retrouve, il veut la victoire des Allemands, et tout ce qui facilite l'unification de l'Allemagne sous Bismarck, Marx est pour. Et la défaite de la France en 70, il l'a souhaité. Donc Bakounine part pour l'Est, il essaye de faire des recrues. La façon d'agir de Bakounine... On trouve en Hongrie en particulier. Oui. Oui. Et au congrès de Prague, il s'aperçoit que le nationalisme ne va pas toujours avec la liberté. Et oui, il le dit d'ailleurs. Il le dit, oui, il le dit. Il va donc être expulsé de Prusse, puis d'Autriche, puis d'Allemagne. Enfin, c'est un circuit à ce moment-là. Vous diriez que c'est un clandestin, finalement. Il a un destin de clandestin. Absolument, oui. Avec sa taille, 1,97 m, et son allure, était très difficile à cacher. Mais il y a un élément important dont je ne vous ai pas parlé, et qui a été à l'origine de sa bagarre avec Marx, c'est quand Bakounine a quitté Paris, on a fait courir le bruit qu'il était un espion russe qui avait outrepassé les limites des ordres que l'ambassade lui avait donnés.
Et Marx a repris ceci. Pendant que Bakounine était à Prague, enfin un peu autour du congrès, Marx a été très fâché de l'influence qu'a eu Bakounine et de sa volonté de créer un mouvement slave au moment du congrès de Prague. Il était tout à fait opposé, ainsi que Engels. Est-ce que Marx a cru à cette calomnie? Est-ce que Marx a cru à cette calomnie? Ou est-ce qu'il a fait semblant d'y croire? Je crois qu'il n'y a pas cru. Non, il connaissait Bakounine. Bakounine était anti-tsariste au maximum. Non, Marx a laissé dire. Je ne crois pas qu'il l'ait projeté lui-même, cette calomnie. Il a déclaré que son journal avait reçu cette information et que le propre d'un journal, c'était de publier les informations qu'il se recevait. Alors, ça pour Bakounine, que ce soit dans un journal de gauche, le journal que lisaient ses amis, que l'on publie un mensonge pareil, ça, il ne l'a pas pardonné. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui ont fait son jusqu'au boutisme dans la Révolution. C'est-à-dire qu'à Dresde, il disait « je veux montrer par mon courage et par le fait que j'affronte la mort que je ne suis pas un espion du tsar ». C'était lui qui dirigeait en fait la Révolution à Dresde. Il y a beaucoup de petites anecdotes amusantes au point de vue historique. La fameuse phrase « il faudrait mettre le plus beau tableau de Raphaël du musée de Dresde sur les barricades, parce que les Prussiens sont des gens trop civilisés pour tirer sur un tableau ». Bon, quand on a vu que c'était perdu, Bakounine a sonné la retraite. Cette retraite, il n'a pas compris lui-même comment ils étaient arrivés à la réaliser. C'est un exploit au point de vue stratégique, paraît-il. Toujours est-il qu'ils sont allés jusqu'à Chemnitz, qui est une petite ville allemande, et ils pensaient, là, comme c'était des gens plutôt à gauche, qu'ils seraient à l'abri. Au lieu de ça, ils ont été trahis. Et au petit matin, à l'hôtel, on est venu les arrêter tous. Mais les Autrichiens trouvaient qu'il était bien encombrant, qu'il coûtait cher. Et puis alors, il y avait tous les bruits qui couraient à travers l'Europe qu'on voulait le délivrer. D'ailleurs, les soldats avaient essayé de le délivrer une première fois. Aussi, toutes les dames faisaient des quêtes pour trouver de l'argent pour le... Enfin, toute l'Europe était très émue du sort de Bakounine, ce héros, etc. Il y avait un côté charmeur? Il charmait? Oui, absolument. Oui, je crois qu'il avait un charme extraordinaire. Et c'est curieux parce qu'il n'avait pas de grands yeux. Il avait des petits yeux à la fois malins, rusés, mais un sourire irrésistible, dit-on. Il a donc été fait prisonnier après la révolution de 48. André Nataf, écrivain, nous raconte un des événements clés de la vie de Bakounine qui marque une fracture définitive dans son itinéraire, l'emprisonnement en Russie à la forteresse Pierre et Paul qui le conduira à écrire sa fameuse confession au tsar. Et un jour, le ministre de l'Intérieur est venu le voir et lui dit « Écoutez, le tsar vous considère comme son fils et il voudrait que vous vous confessiez à lui. » Bakounine l'a envoyé paître et puis j'ai dit « Bon, d'accord. » Et il écrit une lettre qu'on appelle la confession au tsar. Alors les bolcheviks ont dit Bakounine est un traître. Les anarchistes ont dit « Mais non, pas du tout, c'était une ruse. » À mon sens, c'était ni l'un ni l'autre. Il s'est passé un mouvement qui l'a dépassé, qui nous dépasse tous d'ailleurs, et qui rappelle un transfert avec le tsar, un transfert psychanalytique. Puisque Bakounine, après cette confession, est devenu quelqu'un d'autre, est devenu quelqu'un qui s'est tout à fait libéré de l'image du père, diraient les psychanalystes, et je dirais de l'archétype de l'autorité qu'on retrouve chez Hegel et chez d'autres. Oui, l'autorité de l'État en particulier. Voilà. Et il s'est passé deux choses encore très amusantes, un contre-transfert également, de la part du tsar. Parce que le tsar a lu très attentivement cette lettre, l'a annotée, a dit « Ah, ça c'est très bien, en marche. Ah, tel point est très bien, tel point est très bien. Mais tel point, non, je ne pardonne pas Bakounine. » Et à mon sens, c'était sur le point significatif. Bakounine s'est aplati tout ce que le tsar voulait. Je suis un pauvre type, je suis un traître, je suis un minable.
Mais Bakounine a refusé de donner les noms de ses copains. Refus de la délation. Voilà. Ce qui est extraordinaire quand on pense à l'installation du régime bolchevique par la suite. Oui, au régime tsariste où c'était Oui, où la délation était généralisée. Ne pas livrer les noms de ceux qui l'avaient suivi. Voilà. Cette confession date de 1851. Donc avant, on peut dire que Bakounine était une sorte de romantique, idéaliste encore, imprégné de la philosophie allemande. Ensuite, il va véritablement devenir l'anarchiste que l'on connaît. C'est un petit peu ça. Très exactement, très exactement. Suite du feuilleton, Bakounine, après maintes péripéties, décide d'une fois de plus de ne pas se plier aux règles édictées par ce qui serait devenu alors un destin. Il s'évade donc de Sibérie à bord du Strelok qui va le reconduire via le Japon et les États-Unis en Europe. Et Bakounine grimpe sur le Strelok. En cours de route, le Strelok remorque un bateau américain. Alors ça, c'est la chance extraordinaire. Comme il avait des papiers plutôt favorables, on le laisse faire ce qu'il veut, il grimpe sur le bateau et il part. Il part jusqu'au Japon, au port de Hakodate. Là, il est reçu par le consul russe qui dîne avec lui et qui l'invite le lendemain. Bakounine se dit quand même, il ne faut pas pousser. Et le lendemain matin, il regagne. Aux aurores, il regagne le bateau américain, qui est un bateau à voile. Et ça, c'est un moment que je trouve extraordinaire. Le bateau américain, à l'aube, passe devant le port où mouille l'escadre russe. Et Bakounine pousse un hurrah magnifique de sa belle voix de basse. Il est enfin libre. Il arrive aux États-Unis après différentes aventures. Mais aux États-Unis, il n'a plus d'argent. Alors il demande de l'argent, comme toujours, à Herzen pour pouvoir rentrer. Antonia va arriver à Londres, où elle est très mal reçue par Herzen, qui est épouvanté devant la dernière folie de Bakounine, devant cette jeune femme de 17 ans, très élégante, soignée, etc. Et pendant ce temps, Bakounine est parti. Il est parti faire la révolution pour aider les Polonais en Suède. Antonia va le rejoindre et ils partent tous les deux pour l'Italie. L'Italie, c'est autre chose. Ça marque une étape importante car Bakounine crée sa première fraternité florentine, sa première société secrète. C'est une étape importante parce que Bakounine, jusque-là, ne pensait qu'aux paysans. Et là, on voit d'après ses textes qu'il parle d'ouvriers et il se rend compte d'où vient, il avait un flair spécial pour voir d'où venait la révolution. Il part en Suède, où il a fait des amis, où il écrit des articles pour gagner un peu d'argent. Et en rentrant, il passe par Londres. Et là, Marx apprend que Bakounine est là, lui demande de passer le voir. Et alors, chose extraordinaire, Marx, qui était tellement opposé à Bakounine, est séduit et il va écrire à Engels le lendemain. Je l'ai trouvé beaucoup mieux. Il y a peu de gens que je n'ai pas vus depuis 16 ans et qui se soient améliorés. Je crois que maintenant, il va nous aider. En fait, Marx vient de créer l'Internationale. Il est tellement désireux de faire progresser l'Internationale en Italie, comme il ne connaît rien à l'Italie, et qu'il pense que Bakounine va l'aider. Bakounine n'est pas dupe, et pour une fois, ne se laissera pas avoir, et il écrit qu'il n'a pas cru un mot de ce que lui avait raconté Karl Marx. Alors on verra Marx à la fois qui va détruire le proudhonisme français, puis le mazinisme italien. Il pense que la voie est libre pour lui quand arrive le diable, le russe Bakounine. Alors évidemment, ça ne facilite pas l'amitié entre les deux hommes. Est-ce que vous avez l'impression alors que Bakounine serait plus proche d'une analyse des forces que d'une analyse des classes dans ce que vous dites, Daisy Devrez? Bakounine a analysé certainement le rôle de la religion dans la société et aussi le rôle de l'État. Il n'aimait ni l'un ni l'autre. Il n'était pas le seul. Le mouvement anti-religieux, ou plutôt anticlérical, accompagnait, on dirait de façon presque naturelle, des grandes parties du mouvement ouvrier. Quant à la notion de l'État,
Pour les ouvriers, c'était une notion relativement vague et de toute façon une notion à rejeter, à ne pas accepter. Et pour Bakounine, je crois que finalement, tous les maux de l'humanité se sont concentrés dans cette notion de l'État. Donc l'État, je n'en veux pas. Fini avec l'État. Ce qui revient donc vers la notion de communauté de producteurs libres. Mais on a parfois reproché à Bakounine, et même des gens qui lui étaient très sympathiques, qu'il manquait de sens pratique. Je crains que là, je ne peux vraiment pas désavouer, parce que quelques années après la fin de la Première Internationale, on se rend compte que cette notion de producteur libre en communauté libre n'est pas praticable par le fait extrêmement simple et pratique et des questions dans le genre du qui va s'occuper de la voirie, qui va s'occuper de la distribution de la poste, du courrier, et ainsi de suite. On s'est très bien rendu compte, le mouvement ouvrier évoluant, bien sûr extrêmement influencé par les cycles économiques, que cet état existait, qu'il n'était pas très facile de l'abolir, qu'en plus cet état était l'endroit, ou plutôt le réceptacle, l'endroit, le lieu où on faisait des lois qui influençaient négativement ou positivement la vie des travailleurs de n'importe quel genre. Tout à l'heure, vous avez parlé du prolétariat qui se constitue en nation. Le passage par la dictature du prolétariat devait en principe aboutir à la notion du dépérissement de l'État. Mais on l'a oublié en cours de route. Certainement. Et ça, il faut bien le dire, Bakounine l'a prévu. On l'a en effet oublié en cours de route. On s'est fortifié les organisations dans le but d'avoir de plus en plus d'influence sur cet État. Et enfin, l'exemple, bien sûr, le plus tragique et le plus connu, celui de l'Union soviétique, finalement, a abouti à un État extrêmement fort, bien trop fort d'ailleurs. Gorbatchev s'en est rendu compte. Il faudrait peut-être dire un mot sur sa rencontre justement avec Netchaïev. Qu'est-ce que vous en pensez? Netchaïev qui est ce jeune étudiant qui vient le voir en 1869 et qui représente en quelque sorte le génie de la destruction. Oui, c'est ça. C'est un curieux destin. Comment dire? Comme si Netchaïev était la part d'ombre de Bakounine. C'était l'aspect destructeur, mais également l'aspect délateur que refusait Bakounine. Et Bakounine, là, je ne juge pas... Seulement, je suis obligé de constater, s'est laissé séduire par Netchaïev. Et au point d'écrire le catéchisme révolutionnaire, voilà. Que certains lui reprochent. Oui. Selon vous, il a été séduit momentanément par quelque chose qui serait nihiliste, alors que lui-même ne l'est pas? Oui, je crois. Je crois qu'il a été séduit momentanément. Parce que le nihilisme, vous avez parfaitement mis le doigt dessus, le nihilisme n'est pas l'anarchie. Hein. L'anarchie est quand même quelque chose qui est une destruction, mais qui vise la lumière, qui vise à la lumière, tandis que le nihilisme est quelque chose qui, à mon avis, qui est tout à fait sombre. Désespéré. C'est-à-dire le nihilisme russe que représente Netchaïev est quelque chose qui peut être apparenté à l'anarchisme, disons que c'est un anarchisme total, sans aucune conception. Michel Ragon. Mais il n'a rien à voir avec le mouvement libertaire en tout cas. Et Bakounine s'y est toujours opposé, ce qui n'a pas été le cas de Kropotkin, qui a approuvé à une certaine époque l'illégalisme et le terrorisme. Bakounine a toujours été contre, mais il faut dire aussi que Bakounine est mort lorsque commence l'ère des attentats terroristes anarchistes en France. Oui, Bakounine meurt au moment de l'échec de la Commune, oui, juste après. Bakounine meurt en 1876. Il est donc contemporain, sa mort, enfin les dernières années de sa vie sont contemporaines de l'échec de la Commune de Paris. L'échec de la Commune de Paris, c'est terrible dans l'histoire ouvrière parce que la plupart des militants ont été ou tués ou emprisonnés ou déportés en Nouvelle-Calédonie. Et il y a donc une désespérance très grande
dans les milieux révolutionnaires. Et cette désespérance entraîne des mouvements illégalistes et des mouvements terroristes. Et alors, lorsque vous parlez tout à l'heure des différentes facettes du personnage, il faut peut-être rappeler un épisode italien qui peut nous éclairer, qui est intéressant. Bon, il y a eu des controverses théoriques avec des militants italiens, mais également cet épisode que vous rappelez sur ses rapports avec le militant Cafiero et l'argent dilapidé. On peut peut-être rappeler pour donner un petit peu le caractère du personnage. Oui, tout simplement, il a croqué la fortune de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qu'il admirait beaucoup, qui est un militant, qui s'appelait Cafiero, qui avait une fortune héritée. Et puis, Bakounine a vécu chez lui, somptueusement, en faisant venir des filles de mœurs légères, fumant des cigares, une grande vie, etc. Puis bon. Il a même organisé un feu d'artifice. Oui, absolument. Il a organisé les paysans. Je suis un peu, pas gêné, mais je sais pas comment vous dire. Je reste quand même séduit par cette chose-là, parce que c'est quand même pas le chef de secte. C'est je sais pas. Mais c'est lui qui vit l'instant présent aussi. Oui, c'est ça, oui. c'est ça. Il est du côté de la dépense. Je crois que c'est ça. Quand les ouvriers jurassiens l'attendaient pour un congrès, Bakounine était au bord du Léman en train de manger une friture. La Suisse, c'est l'étape, je crois, la plus importante pour Bakounine. Parce que Bakounine, il va au congrès de la paix et de la liberté. C'est un grand congrès avec Garibaldi, toute l'Europe, mais c'est une Europe modérée. Bakounine pense que ça lui fera un piédestal pour pouvoir faire la révolution, mais il se trompe. Herzen écrit « Rien de neuf pour Bakounine, si ce n'est que ses pantalons ont perdu leurs derniers boutons et ne tiennent plus que la force de l'habitude et l'attraction de la sympathie. » Il y a quand même quelque chose de neuf, c'est la naissance de Carlo, le fils de Gambuzzi et d'Antonia. Et ça ne fait pas très plaisir à Bakounine. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il sent toujours. On a dit qu'il sentait où il pouvait emprunter de l'argent et d'où venait la révolution. La révolution, elle vient des ouvriers de l'Internationale. Il va donc s'inscrire, à titre individuel d'abord, à l'Internationale. Deuxième congrès de la paix. Là, il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, que ce sont des bourgeois. Il va à la fois saccager tous les partisans de droite et tous les partisans de gauche, avec cette fameuse déclaration « Je déteste le communisme parce qu'il est la négation de la liberté et je ne peux concevoir rien d'humain sans liberté. » Oui, d'ailleurs, il fait la distinction à ce moment-là entre le mot collectiviste et communiste. Il dit « Je suis collectiviste, mais je ne suis pas communiste. » Exactement. Mais comme il ne peut pas rester sans groupe et sans direction, il crée en novembre 1968 l'Alliance internationale de la démocratie socialiste, avec au programme athéisme, propriété collective, suppression d'héritage. Les premiers adeptes sont les Italiens qui l'avaient eu à Florence. Il découvre, je dis que la Suisse est une étape importante parce qu'il découvre d'une part la démocratie qu'il n'avait jamais connue. En Suisse, la liberté d'expression est totale. Donc, plus besoin de sociétés secrètes, car les sociétés secrètes sont le produit de l'autocratie. Et il découvre à Genève aussi le prolétariat industriel, son énergie, les grèves, la politique, tout ce qu'il ignorait. Il découvre aussi que ce n'est pas avec des élections qu'on peut mettre des ouvriers au pouvoir. Après beaucoup de difficultés de procédure, l'Alliance est acceptée dans l'Internationale, mais Bakounine n'est pas heureux à Genève. Il va dans le Jura, où il trouve une population d'artisans opposé au pouvoir à Berne et qu'il l'acclame et dans lequel il va trouver ses meilleurs disciples, en particulier James Guillaume. Congrès de Bâle, il assiste au congrès, Marx n'y est pas parce que Marx est un très mauvais orateur, il ne veut pas parler face à un Bakounine qui est un tribun magnifique. Ce qui fait que Bakounine obtient le vote de sa motion de la suppression de l'héritage que Marx appelle une billevesée ridicule. Et Bakounine va s'installer à Locarno. En juillet 1970, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Bakounine a déjà tissé des liens étroits avec la ville de Lyon, qui a été considérée comme la citadelle du bakouninisme. Proximité de la Suisse, aussi la révolte des Canuts n'est pas tellement lointaine, il y a une population qui est quand même plus révolutionnaire.
Il écrit « Si dans 10 jours, il n'y a pas en France de soulèvement populaire, la France est perdue ». Bakounine est le seul révolutionnaire de l'époque à vouloir transformer la guerre, une guerre patriotique, en guerre révolutionnaire. Ce n'est pas le cas de Marx. Marx est pour la victoire allemande. Marx écrit à Engels « Les Français ont besoin d'être rossés. La victoire allemande assurera l'unité allemande et la centralisation de la bourgeoisie. La prépondérance allemande transférera le centre de gravité du mouvement ouvrier d'Europe de France en Allemagne. La classe ouvrière allemande est supérieure à la française. » La période lyonnaise est pour Bakounine très dure. Lyon est la première ville à avoir proclamé la République du balcon de l'hôtel de ville. Et on crée un comité de salut public, le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Il n'y a pas de stratégie commune chez les Lyonnais face aux 3 grands problèmes, réforme ou révolution, révolution autoritaire ou libertaire, il y avait encore le choix, priorité à la lutte sociale ou politique. À Paris, c'était politique, c'était démolir le régime. À Lyon, c'est beaucoup plus social. Abstention ou vote. Et en cas de vote, alliance ou non avec la bourgeoisie. Tous ces problèmes-là, personne n'était d'accord. Oui, il y a 2 œuvres importantes à ce moment-là, enfin à cette époque-là, ce sont les écrits contre Marx et justement l'Empire knouto-germanique. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il est le seul à avoir vu ce que la défaite de la Commune de Lyon entraînait. Et il écrit « C'en est fait de la France, à la place de son socialisme vivant et réel, nous aurons le socialisme doctrinaire des Allemands. » Et ce fut la réalité. Après les congrès de Bâle et de Londres, le congrès de La Haye va marquer la rupture officielle et définitive entre Marx et Bakounine. Marx propose le congrès de La Haye. Il choisit La Haye. Alors tout le monde attendait le congrès à Genève. Et les Genevois ont été furieux que ça se passe à La Haye. Et il a choisi La Haye parce que c'était beaucoup plus loin, ce qui fait que tous les amis de Bakounine, les Espagnols, les Italiens, n'auraient pas assez d'argent pour envoyer beaucoup de délégués. C'était un calcul machiavélique de Marx. Le côté tacticien de Marx. Très. Alors, les sections réclament l'abolition du Conseil général, qui doit servir uniquement de boîte aux lettres. Coup de théâtre, Marx propose le transfert du Conseil général à New York. Il préfère s'aborder, en fait c'était un sabordage, il préfère s'aborder l'international que de la livrer à Bakounine. Et là se passe le grand événement, une commission constituée pour étudier le cas Bakounine, qui trouve qu'il n'y a pas de quoi l'exclure, mais Marx vient en dernière minute, sort l'histoire de Netchaïev, Bakounine est considéré, enfin est accusé d'escroquerie, tout ça est préparé de longue date, et vraiment pas très reluisant de la part de Marx. Bakounine est exclu de l'international, ainsi que Guillaume et quelques autres. Ça ne le frappe pas beaucoup, parce que en fait, l'international telle qu'elle est vécue ne lui convient pas. Alors une chose justement qui peut paraître surprenante si on ne remet pas les événements et tout ce travail théorique dans leur contexte, c'est que lorsque l'on lit Bakounine, on ne peut pas taire l'antisémitisme de certains écrits de Bakounine, en particulier dans sa correspondance à cette fédération des horlogers du Jura. Comment est-ce que vous la situez justement? Parce que, toute la gauche, si l'on peut considérer les anarchistes comme des gens de gauche, ce qui est à voir, mais à l'époque, on peut le considérer comme des gens de gauche, en tout cas, toute la gauche, tous les mouvements révolutionnaires sont antisémites à la fin du XIXe siècle, parce que pour eux,
le sémitisme, si l'on peut dire, c'est le grand capital. Et il est certain que sous le Second Empire, les Rothschild, les Pereire, etc., il y a un grand nombre de financiers juifs. D'ailleurs, Zola, on a complètement oublié que Zola, avant l'affaire Dreyfus, si vous lisez les romans, les Rougon-Macquart attentivement, ils sont animés aussi d'un antisémitisme, mais le même, c'est-à-dire un antisémitisme. Le juif, c'est le capitaliste, quoi. Hein. Cet antisémitisme, il va très loin. Il ne se déliera qu'après l'affaire Dreyfus. Karl Marx, qui était d'origine juive, était lui-même tout à fait antisémite, violemment antisémite dans ses écrits. Il était contre toutes les religions, y compris la religion juive, peut-être plus violemment encore parce que c'était celle de son enfance. Et il pensait que dans la société future, il n'y aurait ni juifs, ni français, ni allemands, etc. Il n'y aurait qu'un seul homme et que le juif serait assimilé aux autres hommes. D'où ensuite, d'ailleurs, toujours cette opposition qu'il y a eu dans beaucoup de partis de gauche et chez les Russes en particulier contre le sionisme. Comment est-ce que vous analyseriez alors justement l'influence que Bakounine a eue? Parce qu'il en a eu une, bon, sur son disciple suisse qui était James Guillaume, on peut dire quelques mots, mais aussi, peut-être qu'il faut le voir aussi sur la longue durée. Quelles seraient pour vous les influences et peut-être les malentendus d'ailleurs par rapport à Bakounine qui ont influencé l'histoire même toute récente de James Guillaume à aujourd'hui? Ce qui se passe dans toute cette histoire compliquée de la Fédération jurassienne, c'est que James Guillaume et Schwitzgebel et Spichiger ont, à leur façon, mis la base pour ce qui est devenu en France le syndicalisme révolutionnaire, soit la Confédération générale du travail, première période. C'est ce que dit d'ailleurs Guillaume dans l'introduction au tome 4e de l'Internationale. Qu'est-ce que la Confédération générale du travail, si ce n'est la continuation de l'Internationale? Il n'était pas le seul à se réclamer de l'Internationale, d'ailleurs. Dans les événements du XXe siècle, vous l'avez remarqué justement, à la fois ce malentendu, entre guillemets, et cette réclamation du nom de Bakounine, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit au moment du mouvement étudiant dans les pays d'Europe occidentaux et nordiques, le nom de Bakounine est revenu. Ce qui a aussi à faire avec la sclérose de ce qu'on appelle le marxisme à partir des années, la seconde moitié des années 20 en Union soviétique. Il n'y avait plus d'opposition ou il n'y avait plus d'alternative dans le courant qu'on appelle, à tort je crois, marxiste. Donc il restait l'alternative de l'opposition à Marx, donc de Bakounine. On retrouve Bakounine dans le mouvement anarcho-syndicaliste, dans la jeune Union soviétique, dans la jeune URSS. Il y a la flambée soi-disant anarchiste et aussi anarchiste pendant la guerre civile espagnole. Et le mouvement ou le courant soi-disant marxiste devenant de plus en plus malingre et malsain, l'alternative s'imposait de plus en plus. Quand, pendant les années du mouvement estudiantin, à partir de 66-68, on cherche une alternative pour les étudiants communistes, parfois extrêmement actifs dans ce mouvement, on imprime des affiches avec la photo bien connue de Bakounine et avec le texte « Bakounine is back in town ». Dans une ville provinciale comme Gand, par exemple, on ouvre des librairies anarchistes. Donc de nouveau la fonction de l'alternative. Et quand, après l'instauration de l'état de guerre à Varsovie en décembre 1981, les lycéens de Varsovie cherchaient une alternative, ils se sont promenés avec les buttons, les pins, avec la
de l'anarchie sur ces boutons. L'alternative, l'unique alternative au communisme d'État, au communisme réel, c'était la A de anarchie, donc de Bakounine, de nouveau. Est-ce qu'on peut parler d'une esthétique anarchiste qui prend ses sources là, chez Bakounine, chez Wagner, et qui va se continuer jusqu'au XXe siècle d'une certaine manière ? Il est certain qu'il y a cette, d'une part, cette énergie vitale, mais qui doit être contrariée dans rien dans la société, et qui anticipe, bien sûr, sur la libération sexuelle de l'avenir, car qui est-ce qui, entre les deux guerres et avant, a demandé la libération de la femme, a prôné la libre conception, la contraception, etc. Ce sont les anarchistes. Personne d'autre ne l'a fait, et dans les publications anarchistes, il y a toujours eu ces données, et beaucoup ont été condamnés à la prison pour cela d'ailleurs. Mais disons que c'était la libération du corps, c'était la libération des corps, l'éclosion du corps, c'était la libération de l'individu totalement. Et cela s'est retrouvé jusqu'à aujourd'hui dans des mouvements artistiques qui se sont plus ou moins réclamés de l'anarchie, parfois pas, mais parfois oui, comme par exemple le Living Theater, par exemple, ou même en musique comme John Cage, par exemple, qui détruit le système de son traditionnel, qui détruit le piano en y mettant des clous et autre chose avec ces pianos préparés. Aujourd'hui, la théorie anarchiste est infiniment plus importante aux États-Unis qu'en France. Oui, d'ailleurs, dans le Living Theater auquel vous venez de faire allusion, il y a ce concept de fête qui était très important et qu'on retrouve chez Bakounine. Oui, dans la confession de Bakounine, la notion de fête et fête de la Révolution en particulier est quelque chose d'essentiel. Oui, et puis le théâtre dans la rue, c'est ça, que c'était forcé de faire le Living à un moment donné. Dernière étape, dernier refuge de Bakounine, Lugano, où Bakounine épuisé, malade, mais invaincu, a un dernier projet fou et une fois de plus irréaliste. Il tente dans sa propriété d'inaugurer un élevage de grenouilles qui lui rappelle la Russie de l'enfance, le paradis perdu de Préboukhino. Arnould, qui est un communard qui se trouvait là, dit à Bakounine, avec votre héritage, maintenant vous êtes au moins tranquille. Et Bakounine bondit, tranquille, moi jamais. Alors l'autre se demande ce que Bakounine va inventer. En fait, Bakounine veut faire une exploitation. Il fait une exploitation avec des trous partout, il brûle, il achète des semences, de quoi ensemencer tout le canton, il met trop d'engrais, tout ça meurt. Et c'est une jeune Russe qui vient le visiter, qui nous raconte comment elle a trouvé Bakounine, comment elle n'aime pas beaucoup Antonia, mais comment lui, Bakounine, est très attaché à sa femme. Elle lui dit « Mais pourquoi tous ces trous ?» Et Bakounine lui répond « Ça, c'est pour les grenouilles. Il n'y a rien de plus beau que les grenouilles un soir d'été après Moukino. » Le chant des grenouilles. Oui, il y a toujours une nostalgie de la Russie à la fin de sa vie. Toujours la nostalgie de la Russie, et c'est la raison pour laquelle il est tellement attaché à Antonia et à ses enfants. Il recrée Préboukhino, le pauvre. Alors, les créanciers n'acceptent pas les retards de paiement, et Antonia obtient par Gambuzzi que Bakounine soit respecté, laissé tranquille administrativement, parce que Bakounine avait toujours peur d'être expulsé de Suisse. On accepte Bakounine à Naples. Mais pour lui, aller retrouver Gambuzzi, ce n'était pas tellement le rêve. Et il dit qu'il va retrouver Vogt à Berne pour qu'il le soigne. Il prend la diligence, il arrive à Berne et il dit à la femme de Vogt « Je suis ici pour que vous me fermiez les yeux ou que vous me remettiez sur pied ». Il atterrit le soir avec Reichel, qui fait de la musique, qui joue Beethoven. Il est de nouveau le vrai Bakounine, mais il souffre tellement qu'il retourne à la clinique.
Et dans ses derniers moments, il dit « Je peux m'en aller, j'ai bien fini ma tâche ». Et il meurt le 1er juillet 1876 à 12:02. Alors évidemment, au mois de juillet, les gens sont difficiles à atteindre. Mais tout de même, c'est surtout en Italie, je crois, que les ouvriers sont le plus tristes et que la mort de Bakounine fait le plus d'effet, en France aussi. Je suis allée sur la tombe de Bakounine, j'y tenais, avec un bouquet de fleurs rouges, bien sûr. J'étais épouvantée parce qu'on m'a dit « Ah, le révolutionnaire! Oh, mais la tombe est liquidée maintenant !» Bon, ça, on a fait qu'un tour. Et puis le patron du cimetière, qui est magnifique, c'est un parc à côté de nos HLM de cadavres, je vous assure que c'est autre chose. J'ai fini par trouver, on m'a accompagné à la tombe de Bakounine. C'est l'ambassade russe qui paye pour le renouvellement de la concession. Et c'est une tombe toute simple. La pauvre Antonia avait fait un projet avec une plaque, la photo et tout, affreux. Et heureusement, on n'en a rien fait. Il y a une pierre, il y a juste une plaque gravée à propos de Bakounine qui a donné sa vie pour la liberté de son pays. Et c'est à côté, c'est assez drôle, parce qu'à côté, il y a une autre tombe qui est un banquier suisse. Et quand le jour de la mort de Bakounine, on est venu demander à Vogt quelques renseignements pour l'état civil, on a demandé profession, alors révolutionnaire, c'était un peu court, et il a dit il avait une villa qu'on lui avait prêtée à Lugano. Alors Lugano, c'était les rentiers, ça allait bien, on a marqué tout de suite rentier comme profession. Et rentier, c'était ce qui a été mis sur la tombe de Marx aussi. Ils ont au moins ce point commun, ces deux révolutionnaires, d'être qualifiés de rentiers pour la postérité. Mireille Bakounine ou l'ouragan révolutionnaire par Marie-Christine Navarro. Malatesta, le disciple italien, écrivait « Il n'est pas un de ceux qui ont approché Bakounine qui n'en soit devenu meilleur ». Et on raconte qu'un soir, Reichel jouait du piano et s'est arrêté pour demander à Bakounine « Mais si toutes tes idées réussissaient, qu'est-ce que tu ferais ?» Et Bakounine lui a répondu « Eh bien, je mettrai tout par terre. Mais joue, cher ami, ne raisonne pas. Tu sais aussi bien que moi que devant l'éternité, tout est indifférent et vain. » Réalisation Isabelle Huel, mixage Yann Parentoen et Jean Fèvre, avec Daisy Devrez, Madeleine Gravitz, Michel Ragon et André Lataf.